Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Forum de la presse de Studio Kalangou, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Le numéro du forum de ce vendredi, nous allons parler des engagements pris par la ville de Niamey pour l'opérationnalisation de l'initiative Zéro classe en paillote dans la capitale. Ensuite, il sera question de l'adoption le 30 juin dernier par le Parlement de la loi minière révisée visant entre autres à redynamiser la gouvernance et la transparence dans les instituts extractifs. Puis à l'international, le retour de quelques heures au Burkina Faso de l'ancien président Blaise Compaoré après 8 ans d'exil et quelques mois après sa condamnation à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara. Enfin, nous parlerons de l'arrestation dimanche à l'aéroport de Bamako par les autorités maliennes de 49 militaires ivoiriens qui sont arrivés sans autorisation. Pour décrypter ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Mme Maïmouna Diado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir. Bonsoir, Nafisa. Monsieur Sidikou Ousmane, journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Et Hassan Boukar, il est journaliste à la radio Alternative. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Nafisa Adam Sirfa à la modération. Bonsoir à tous et chers invités, merci d'être venus. L'opération Zéro classe en paillote dans la ville de Niamey a été lancée le mercredi 6 juillet au cours d'une table ronde ici à Niamey, une initiative de la ville qui entrera très bientôt dans sa phase opérationnelle. À l'occasion de cette table ronde, le directeur régional de l'éducation de Niamey a présenté la situation des classes en paillote de la capitale. Ainsi, il ressort que dans les 7371 établissements scolaires de la région, il y a 1900 classes en paillote qui sont un frein pour le bon déroulement des cours. Je commence par vous, Madame Maïmouna Diado. Cette initiative Zéro classe en paillote qui rentrera bientôt dans sa phase opérationnelle, comment vous appréciez cette initiative de la ville de Niamey? Merci Nafisa. Comment j'apprécie cette initiative de la ville? Je l'apprécie fort bien, puisqu'on parle de classe en paillote et on parle également de l'amélioration des conditions d'études des enfants. Donc il faut nécessairement un soutien également de la population par rapport donc à cette initiative. Maintenant, est-ce qu'ils pourront, avant la rentrée scolaire, faire en sorte qu'il n'y ait plus de zéro classe en paillote à Niamey? C'est ça aussi qu'il faut se demander. Il faut se poser la question. Mais l'un dans l'autre, c'est une belle initiative et l'un dans l'autre, on l'encourage. On encourage en tout cas la ville de Niamey à aller un peu plus loin dans ses réflexions par rapport à ça. Ils ont fait même une récolte de fonds. On espère que... Oui, la récolte des fonds, on espère que ça pourra un peu suffire pour démarrer, en attendant bien sûr que les partenaires puissent également emboîter le pas. Et là, il faut également qu'il y ait le COGES, ou bien je ne sais pas ce que... Le comité de gestion, oui. Au sein des écoles. Au sein des écoles aussi, je pense qu'ils ont leur mot à dire par rapport à ça, puisque quand on prélève de l'argent avec les enfants, c'est pour pouvoir également appuyer et faire en sorte que les conditions d'études de ces enfants-là soient améliorées. Donc je pense qu'avec tout ça, avec tout ce que nous avons comme parents d'élèves, nous avons également comme le ministère de l'Éducation nationale et les partenaires, ça pourrait bien marcher. Et maintenant, ça pourrait servir d'exemple également aux autres régions pour qu'ils puissent faire la même chose. Pour qu'au lieu que ça soit zéro classe en paillote à Niamey, que ça soit également zéro classe en paillote partout au Niger. Surtout si on sait qu'au cours de l'année scolaire, avec ces classes en paillote qui avaient fait des dégâts dans les établissements avec les incendies. C'est ça même qui a dû interpeller les autorités communales. C'est ça qui a dû les interpeller. Parce que si on continue à laisser des classes en paillote et des écoles qui ne sont pas clôturées, parce qu'il faut parler de ça aussi, ça ne sert à rien de construire des classes à matériaux définitifs et se retrouver avec une école qui n'est pas clôturée. Ça aussi, c'est
un danger. Donc, je pense que vraiment, c'est ça, c'est une bonne chose et on ne peut que les encourager à aller de l'avant par rapport à ça. Une bonne initiative, mais Monsieur Sidikou, êtes-vous optimiste quant à l'effectivité de cette initiative Zéro classe en paillotes à Niamey? Absolument, madame. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais toujours est-il qu'il faut apprécier l'initiative à sa juste valeur. Je ferai abstraction de tout ce qu'a eu à dire Maïmouna quant au cas assez récurrent d'incendie qu'on a su déplorer, que ce soit ici à Niamey, dans la capitale et en région. Donc, pour l'opérationnalisation, ça allait être beaucoup plus effective si effectivement tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs de la chaîne sont impliqués. Il ne faudrait pas qu'on mette à l'écart certains maillons de la chaîne pour des dessins bien inavoués, mais il faudrait vraiment l'implication nette et entière de tous les acteurs de l'éducation. Ainsi, en donnant le temps, le président du conseil de ville, j'espère, a eu à défalquer, je ne sais pas, certains de ses émoluments, comme il a versé l'intégralité de ses indemnités de 2022. Donc, voyez-vous, c'est une très bonne chose. Maintenant, les autres doivent lui emboîter les pas, mais ce n'est pas pour autant que l'État ne prenne pas le devant en invitant les partenaires. Vraiment, c'est ça où j'ai dit, tous les acteurs vraiment doivent être impliqués. Et il ne suffit pas de collecter, il faudrait que vraiment l'on sache que tout l'argent collecté, ce à quoi il est destiné, il faut qu'il y ait une gestion transparente. Justement, moi, je pense que s'il y a un suivi, il faut mettre des comités de suivi. En tout cas, il faut avoir l'œil très regardant quand vous savez que la plupart de nos étudiants, face à l'argent, la tentation, elle est grande et assez forte. Je pense que l'initiative, elle est assez louable. C'est pourquoi je dis, elle est saluée à sa juste valeur. Maintenant, dans l'opérationnalisation, il faudrait qu'il y ait un œil assez regardant du début jusqu'à la fin pour que nous ne revivions pas ce à quoi nous avions assisté dans les mois, années antérieures, aussi bien à Niamey qu'en région. Qu'en région, effectivement. Et nous savons qu'au cours de cette table ronde, c'est toute l'intégralité de ces indemnités de l'année 2022 que le maire de Niamey a versé pour l'effectivité de cette initiative. Les 10 députés de la ville aussi ont versé chacun 1 million, soit 10 millions. Et la ville de Niamey donne 1 milliard de francs CFA pour cette initiative. Donc, la contribution de l'État aussi est attendue, M. Hassan Boukar. Oui, je pense que c'est une bonne initiative. C'est dommage qu'on ait attendu tous ces drames à Niamey, à l'intérieur, pour prendre cette décision. Mais là, on voit que le maire de Niamey prend un vrai leadership sur la question. Il prend le devant. Oui. Voilà, et c'est extrêmement important. Alors, ils ont besoin, selon ce que j'ai compris, d'une vingtaine de milliards pour arriver à le faire. Alors, qu'ils donnent l'exemple, c'est déjà une bonne chose. Évidemment, ça ne remplace pas un véritable plan de l'État pour qu'il n'y ait plus de classes en paillotes au Niger. Alors, certaines informations laissent croire qu'il y a à peu près 34 000 classes en paillotes sur l'ensemble du territoire national, donc dont à peu près un peu moins de 2 000 à Niamey, c'est ça. Oui. Donc, c'est bien, il faut que l'État puisse arriver aussi à le faire. Je pense que ça permet de sécuriser les enfants. Les drames qu'on a vécu à Maradi, au quartier Pays-Bas, on ne peut pas les oublier de sitôt. C'est quand même quelque chose d'extrêmement dramatique. Il serait bien donc de prendre des initiatives, qu'on ait vraiment des classes. Maintenant, l'effectivité, ça renvoie à arriver vraiment à le faire dans les normes. Dans les normes, c'est-à-dire Voilà, dans les normes, c'est-à-dire on a vu des classes s'effondrer. Chaque fois que vous lancez une opération d'envergure, de la précipitation, parfois ça prend une dimension politicienne. On veut donner les marchés à des personnes qui ne sont pas capables de le faire. On veut sécuriser des militants. Donc, parfois, malheureusement, il y a l'affairisme qui prend le dessus sur l'utilité, sur les choses qu'on veut faire. Plusieurs facteurs sont vraiment... Voilà. Donc, à mon avis, s'il y a vraiment un suivi, puisque le maire de Niamey veut prendre le leadership, il y a aussi un intérêt politique pour lui. Il est le maire de la capitale, il prend le leadership, c'est une question d'intérêt national. Ce serait aussi à son crédit de réussir effectivement ce programme-là. C'est-à-dire qu'on ait l'ensemble des classes en paillotes totalement
reconstruites pour les remplacer par des classes en matériaux définitifs, qu'il n'y ait pas de scandale de détournement, que ça ne débouche pas sur des cas que où... les classes soient construites en matériaux définitifs. Bon, il y a des normes et tout ça, il faut qu'on arrive à les faire. Et j'espère que on pourra aussi arriver à un niveau où on aura les ratios d'élèves dans une classe. À Niamey, malheureusement, vous avez parce que pléthorique, totalement pléthorique, une centaine d'élèves dans une classe, c'est... Voilà. Là, déjà, remplacer les classes en période, c'est une bonne chose, mais faisons en sorte qu'il y ait plus de classes à Niamey, mais aussi ailleurs au Niger, pour qu'il n'y ait pas ces élèves, 80 élèves dans une même classe. C'est pas bon. Oui. Voilà. Justement, sur quoi même l'État doit mettre l'accent à part cette question de 0 classe en période ici à Niamey dans le secteur éducatif? Mais la question de... Là, on améliore l'accès, on améliore les conditions de présence des élèves dans les écoles, etc. Mais l'autre dimension que tout le monde décrit aujourd'hui, c'est la qualité de l'éducation, la qualité de la formation. On va à l'école, on n'apprend pas. Les enseignants, voilà. On a connu les états généraux de l'éducation, on a fait des grands débats sur le système éducatif, on a eu la loi d'orientation du système éducatif depuis la 4e République, tout ça. Mais aujourd'hui, ce sur quoi personne n'est satisfait, c'est la qualité de l'éducation. Donc, il faut revoir cette question. Oui, si tu n'as pas un bon système éducatif, tu n'as pas d'administration. Parce que, effectivement, l'évaluation qui a fait... Donc, voilà, je pense que les défis qui attendent l'éducation, c'est de pouvoir dire quel type de système éducatif on veut vraiment dans ce pays, nous donner les moyens d'avoir une école qui donne satisfaction à ce pays. Pour l'instant, personne n'est satisfait. Bon, on dépense des ressources chaque année à travers le budget national, mais au fond, on n'est pas satisfait. Donc, remplacer les classes en paillotes, c'est une étape. J'espère que cette dynamique va se poursuivre à poser un vrai débat sur la question des contractuels aujourd'hui. Bon, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Vivement donc la concrétisation de ce projet de la ville de Niamey. On espère bien que les autres régions puissent emboîter le pas à la ville de Niamey. Nous passons donc au deuxième sujet de ce forum de la presse. Le Parlement nigérien a adopté le 30 juin dernier la loi minière révisée. Elle vise entre autres à redynamiser la gouvernance et la transparence dans les industries extractives. Le réseau des organisations pour l'analyse et la transparence budgétaire ROTAB qualifie l'adoption de cette loi d'une avancée, mais il relève que certaines de leurs préoccupations n'ont pas été prises en compte. Je vous propose à cet effet d'écouter Ilyas Boubacar, il est membre du ROTAB. Il est interrogé par Asman China. Il y a des innovations qui sont contenues dans ce code-là, notamment les questions de contenu local, les questions de droits humains, les questions aussi des exonérations accordées aux compagnies extractives qui ont été travaillées et discutées. Cependant, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, particulièrement celles qui travaillent dans le domaine des industries extractives, nous avons dit au moment des faits, non seulement au ministère mais aussi aux parlementaires, il y a un certain nombre aussi de questions qui restent en suspens, que nous avons souhaité voir le gouvernement prendre à travers cette loi minière. C'est la question par exemple de la nigérisation de l'emploi. C'est vrai, ils ont parlé de la nigérisation d'emploi, mais c'était de manière vague. Pour nous, on a fait des propositions pour leur dire, par exemple, il faut donner un délai. C'était là donc Ilyas Boubacar, membre du ROTAB, qui réagit après donc l'adoption par le Parlement de la loi minière. Alors vous, Monsieur Sidibou, le ROTAB révèle que c'est une avancée avec cette adoption, mais que certaines de leurs préoccupations n'ont pas été prises en compte. De votre côté, quelle réaction suscite en vous vraiment cette révision de la loi minière? Comme ils l'ont dit, c'est bon, mais ce n'est pas encore arrivé. Donc, les questions qui restent en suspens, j'aurais voulu, de concert avec les parlementaires, le gouvernement, les acteurs œuvrant dans le domaine, puissent se retrouver à travers un cadre pour véritablement poser les jalons. Il ne faudrait pas que le problème reste et demeure entier, même si d'aucuns pensent qu'il a été résolu, ne serait-ce qu'à moitié. Notamment la question de la nigérisation des postes, comme ils l'ont déploré. Moi, je pense que ça ne coûtait rien au Parlement de prendre, ne serait-ce qu'en dépêchant des missions terrain ou bien des visites pour aller voir, ne serait-ce que prendre le pouls de la situation, pour que, effectivement, même si
ça va être repoussé aux prochaines sessions de l'inclure. Bon, maintenant, quels seront les mécanismes qui vont être mis en place pour que ce point si important-là, qui est occulté, parce que moi je dis qu'il est occulté, ils auraient dû vraiment l'inclure pour qu'effectivement l'on tende vers cette nigérisation des postes. Parce que quand vous regardez dans ces entreprises, franchement, le tableau n'est pas aussi assez reluisant. Moi, je pense que il n'est jamais trop tard pour bien faire. Certainement, ils doivent se donner les moyens, les parlementaires, tout comme le gouvernement, à créer le cadre vraiment pour que on insère ou bien qu'il ratisse large. On ne peut pas satisfaire sur toute la ligne, d'accord, mais quand même la majorité des points puissent être inclus. Donc, à l'épreuve de fait, c'est une bonne chose. Il ne faudrait pas que nous assistions aussi à quoi nous avions assisté dans l'optique de vraiment satisfaire beaucoup plus les compagnies là que de satisfaire, de répondre aux attentes légitimes des populations. Surtout si on sait que tous les problèmes liés au secteur minier ici au Niger. Tout à fait, puisqu'on en a assez connu. Voilà ce que moi j'ai à dire par rapport à cette loi. Alors c'est une avancée cette adoption, Hassan Boukara. Selon vous, quels peuvent vraiment être les enjeux de cette révision pour le secteur minier ici au Niger? Merci beaucoup. Je pense que dans ce domaine, depuis quelques années, en tout cas depuis la conférence nationale, je veux dire, depuis pratiquement un quart de siècle, l'enjeu c'est quelle est notre capacité vraiment à profiter de nos richesses. Donc, quand on parle des ressources minières, l'exemple qui vient souvent en tête, c'est la question de l'uranium, par exemple. Oui. Le Niger est un grand producteur d'uranium, mais au fil des années, on s'est rendu compte que les retombées de l'uranium sur l'économie nationale, sur le budget national, c'est des choses qui sont minimes. À un moment, le gouvernement lui-même est sorti pour dire qu'il y a à peine 5% de contribution de l'uranium au budget national, ce qui est vraiment minime, alors que pendant longtemps, l'uranium était le premier produit d'exportation du Niger. Donc, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est comment prendre un cadre législatif qui garantisse véritablement les intérêts de ce pays. On est actuellement dans un contexte mondial où le nucléaire fait l'objet de beaucoup de débats. Surtout avec la crise. On peut parler même des rejets dans certaines zones. Par exemple, vous avez une opinion publique au vu des conséquences du nucléaire qui est vraiment opposée aujourd'hui au nucléaire, même civil et tout ça. Mais c'est des choses qui vont revenir parce qu'on n'a pas encore une alternative au nucléaire et donc il y aura encore un intérêt renouvelé des grands consommateurs sur ces questions-là. Donc je pense que pendant ce moment, la question c'est comment faire en sorte, au vu des expériences passées, pour que le Niger puisse véritablement profiter de ces richesses. On parle du contenu local, tout ça c'est bien. La question c'est jusqu'à quel niveau les entreprises qui exploitent dans un environnement, dans une zone, etc., font face à leurs obligations pour les populations locales, comment prendre en compte les questions de l'environnement, etc. Mais c'est surtout comment faire en sorte que les pays puissent profiter. Quand on parle de la nigérianisation des cadres, moi je ne le vois pas simplement dans une démarche de donner du travail aux Nigériens. C'est extrêmement important. Si on voit la région d'Agadez, il y a eu beaucoup de débats sur ces questions. Par exemple, à la suite des rébellions que la région d'Agadez a connues, il y a eu toujours la question de est-ce que vraiment les gens de la région trouvent de l'emploi? Et surtout avec la fermeture aussi de la rivière. Mais je veux dire, la question de la nigérianisation des cadres, moi je le vois surtout sur la capacité de notre pays à développer une expertise. Voilà. C'est-à-dire faire en sorte que ça fait pratiquement 50 ans qu'on exploite l'uranium. Est-ce que nous sommes capables de développer une véritable expertise pour que si les autres arrivent, ok, ils ont les capitaux, mais que l'expertise puisse exister au niveau national. Même si on dit on va nigérianiser les cadres, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur les travaux les plus pointus, c'est toujours des expatriés parce qu'au niveau local, on n'a pas l'expertise. Donc il faut absolument développer l'expertise, que ce soit sur les mines, que ce soit sur les pétroles. Il faut développer l'expertise de façon à ce qu'on soit capable d'être autonome. Aujourd'hui, on n'a pas de contrôle parce que du point de vue de l'expertise, on n'est pas bien assis. Quand je parle de l'expertise, je vois
à la fois des techniciens dans le domaine des mines, mais regardez par exemple du point de vue du droit. Oui. C'est le domaine dans lequel un jour ou l'autre vous êtes en contentieux avec des partenaires. Mais est-ce que vous avez une expertise, des avocats, donc, du point de vue du droit? l'expertise doit être mise en avant. Voilà, pour moi les cadres, oui, c'est à la fois donner de l'emploi à des Nigériens, c'est des richesses nationales, mais aussi faire en sorte qu'on ait une véritable expertise nationale sur ces domaines-là. Vous, Maimouna, de votre côté, que doit-on attendre de l'État quant à l'application de cette loi? Ce que moi j'attends de l'État, c'est véritablement la vulgarisation d'abord, la vulgarisation de cette loi et surtout aller vers les communautés, parce qu'il faut que ces communautés sachent au moins qu'est-ce qu'il en est de cette nouvelle loi. Ça devrait concerner directement ces communautés, parce que ce sont ces communautés, la majorité des revenus doivent appartenir à ces communautés. C'est avec ça que la communauté doit en fait se développer. Mais aujourd'hui, si cette communauté ne sait pas en fait les retombées qui leur reviennent, donc moi je me dis que c'est peine perdue. Donc véritablement, c'est la vulgarisation et l'accompagnement de l'État pour véritablement pour qu'on aille au-delà de cette vulgarisation, concrétiser la concrétisation donc, de cette loi. Et maintenant, parlons également de cette nigérisation. Moi, je me dis également, je rejoins ce que Hassan Boukar et Sidiko ont dit. Véritablement, il faut d'abord former. Il faut d'abord former ces Nigériens pour qu'on puisse avoir l'expertise. Mais si on n'a pas l'expertise, c'est peine perdue, parce que les places que vont occuper ces jeunes Nigériens, est-ce que ce seront des places où ils seront capables, en tout cas, d'exercer le travail. Maintenant, parce que nous avons vu que c'est un secteur où il y a eu tellement de licenciements abusifs, tellement de licenciements, il y a des dossiers qui sont là, il y a beaucoup de contentieux, il y a des gens jusqu'à présent qui ne sont pas rentrés dans leurs droits. Il faut également essayer de voir comment est-ce qu'il faut remettre ces gens-là dans leurs droits. Je ne dirais pas de les ramener pour travailler, mais s'il y a la possibilité aussi de les ramener pour qu'ils puissent travailler, vraiment, ça ne serait pas peine perdue. Maintenant, il faut prendre en compte tout ça. La ministre, elle veut bien faire. Donc, elle doit également essayer de parler avec ces organisations qui œuvrent comme Rotab et les autres qui sont là. C'est parce que tout simplement, on ne prend pas en compte certaines préoccupations de ces structures qui sont d'ailleurs tout le temps sur le terrain, parce que ce sont l'État veut ou pas, l'État doit composer avec ces structures-là. Parce que ce sont ces structures-là qui sont sur le terrain. Ce sont ces structures qui voient ce qui se passe sur le terrain. Ils sont en fait les porte-parole de ces communautés. Donc il faut nécessairement, quand ils disent qu'ils veulent que, voilà les points qu'ils veulent qu'on inscrit dans cette nouvelle loi, il le faut. Il faut aller vers vraiment ces structures-là. Moi, c'est ce que je vois. Et faire en sorte qu'il n'y ait plus de licenciement abusif. Alors vous, oui, Hassan, vous voulez ajouter? Ce que je veux dire, le secteur des richesses du sous-sol, c'est quand même des domaines dans lesquels il y a beaucoup d'enjeux. On voit aujourd'hui le positionnement des grandes puissances à l'échelle régionale, à l'échelle mondiale. Un des enjeux, ce sont ces richesses. Donc, pour un pays, être capable vraiment de profiter de ces richesses, il faut aussi un minimum de courage. Parce que ce qu'on a vu dans les années passées, personne ne sait si l'uranium vraiment appartient au Niger. Ceux qui sont venus d'ailleurs, ils ont eu le contrôle, ils ont pris le contrôle comme si... ça leur appartenait. Bon, voilà, donc je pense qu'il ne faut pas que les gens se fassent des illusions. Faire un texte de loi, c'est bien, mais il faut des dirigeants capables de se sacrifier pour leur pays afin de mettre en œuvre ces dispositions-là, aussi belles soient-elles. Donc ça va être un vrai enjeu, il ne faut pas se faire d'illusions. Un fort engagement. Voilà. Un fort engagement. Un texte de loi, c'est bien, mais ça ne va pas tout régler. Oui, mais justement, vous, c'est du coup, quelles peuvent être vraiment les retombées d'une telle loi pour un pays?
les retombées, elles peuvent être assez diverses et multiples. C'est là où je suis d'avis avec Hassan quand il dit au-delà des textes, au-delà de ceci, cela, vraiment le plus gros, c'est cet engagement politique fort. Il faudrait que de l'autre côté, qu'on sente qu'on a un vis-à-vis et que les choses doivent se faire dans les règles de l'art. Ils l'ont dit à un moment donné, la France n'a pas d'amis, elle n'a que ses intérêts à défendre. Donc tout comme le Niger aussi n'aura pas d'amis, le Niger n'aura que ses intérêts à défendre. Mais pour que ces intérêts soient valablement et dignement défendus, je suis parfaitement d'accord qu'il faut un fort engagement et politique. Et pour qu'il y ait ce fort engagement, moi je pense que tous les acteurs, c'est-à-dire tout le monde doit faire chorus derrière qui de droit pour qu'effectivement il y ait du répondant de l'autre côté. Nous allons donc marquer une petite pause avant de poursuivre ce débat. Actualité internationale, l'ancien président Blaise Compaoré est arrivé à Ouagadougou jeudi 7 juillet après 8 ans d'exil pour une visite de quelques heures. Mais ce retour a suscité de nombreuses critiques, notamment concernant sa condamnation par contumace le 6 avril pour son rôle dans l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara lors d'un coup d'État qu'il avait porté au pouvoir en 1987. Blaise Compaoré se serait rendu au Burkina Faso à l'invitation de l'actuel chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Mais Mouna, avez-vous d'autres informations sur la visite de Blaise Compaoré au Burkina Faso? Je n'ai pas une grande information. Ce que vous venez de dire, c'est ce que moi aussi j'ai comme information. Mais ce qui est sûr, le retour de Blaise Compaoré au niveau du Burkina Faso a suscité en tout cas beaucoup de bruit. Ça a fait beaucoup de bruit parce que les gens n'arrivaient pas à comprendre que quelqu'un qui est condamné par la justice soit reçu au palais présidentiel. La société civile a décrié cela. On parle de réconciliation nationale. Mais est-ce que pour la réconciliation nationale, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, je ne sais pas, d'éviter certaines choses? Parce que la justice, Comme quoi? La justice, c'est la justice. Oui. L'État, c'est l'État. Maintenant, vous voulez qu'il y ait une réconciliation nationale, vous prenez quelqu'un qui a déjà été condamné par la justice, vous le ramenez. Et ceux qui, aujourd'hui, il a fait du mal à ces familles-là. Vous réglez cette situation comment? Parce que c'est 2 poids 2 mesures dans cette situation. Moi, je me vois déjà la famille de Thomas Sankara ne pas apprécier ça. Et aujourd'hui, au-delà de la famille de Thomas Sankara, c'est pour toute l'Afrique. Les partisans, oui. C'est pour toute l'Afrique. Dans chaque pays africain, il y a les partisans de Thomas Sankara. Effectivement. Donc, ça veut dire que c'est peine perdue pour ces partisans qui ont mené la lutte depuis plusieurs années, depuis plus de 35 ou 37 ans, en train d'attendre. Donc, si on comprend, on a remis en cause même cette condamnation par la justice. Mais oui, évidemment. Parce que si tu es condamné et qu'on te voit aujourd'hui fouler le pays sans crainte, sans rien reçu par le président, ça veut dire qu'il faut se poser beaucoup de questions. Moi, je me dis que ce n'est pas une réconciliation. On parle de réconciliation nationale pour faire sortir le Burkina Faso de cette crise d'insécurité. Mais est-ce que ça peut résoudre le problème de cette insécurité? Il faut aussi se poser la question. Et aujourd'hui, il faut se poser aussi la question de savoir qui est derrière cette réconciliation nationale. Puisque si un président qui a été condamné, aujourd'hui, il revient dans son pays sans être inquiété. C'est-à-dire que c'est un mauvais exemple qu'on donne aux autres pays africains aussi. C'est-à-dire qu'on peut tuer, on peut faire tout et on peut revenir sans être inquiété. C'est du coup, si Blaise Compaoré, comme on l'a appris, s'est rendu au Burkina Faso à l'invitation de l'actuel chef de l'État, est-ce à dire qu'ils ont besoin de Blaise pour gérer certaines situations telles que l'insécurité qui prévaut au Burkina? Vous savez, bien avant l'arrivée de Blaise Compaoré, la junte a eu à créer le cadre, notamment dans un premier temps avec Roch Marc et Jean-Baptiste Ouedraogo. C'est-à-dire la démarche peut-être de la junte, c'est de créer le cadre pour faire effectivement appel
à l'expertise des anciens chefs d'État pour pouvoir tabler et voir, entrevoir les voies et moyens à travers lesquels la junte pourrait résoudre la crise sécuritaire. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. On a comme l'impression que effectivement sur le volet sécuritaire, la situation est en train de dépasser les autorités de la transition. Maintenant, vouloir faire appel, que ce soit à Blaise, à Roch, est-ce que eux aussi ne sont pas dépassés par les événements? Parce que autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, quand vous voyez les opérations, comment procèdent ces mouvements terroristes, ce n'est nullement pas le cas au moment de Blaise. Est-ce que Blaise a cette emprise ou bien a cette même mise à créer les conditions pour une résolution de la situation sécuritaire? L'un de l'autre, ça venu à Ouaga, vous l'avez si bien dit, a suscité un tollé. Tout comme les partisans de Roch qu'on a vu partir faire le pied de grue pour qu'ils ne sortent pas, pour pouvoir répondre à l'invitation des autorités de la transition. Même si ces autorités, selon leur démarche, il ne faudrait pas que l'opinion pense que c'est une façon de le soustraire à la sanction judiciaire de son pays. L'un de l'autre, le temps nous le dira, mais toujours est-il que la conclusion que moi je garde, que je tire, c'est qu'on a l'impression que la situation est en train de dépasser, la situation sécuritaire s'entend, est en train de dépasser les autorités de la transition. C'est comme si c'est cette navigation à vue qu'elles sont en train de faire. Hassan Boukara, même si ce retour de Blaise au Burkina Faso s'inscrit dans une dynamique de réconciliation nationale engagée par l'actuel chef de l'État, comme on l'a appris, ce retour a été vraiment diversement apprécié par la population qui, pour certains, il devrait être aussitôt arrêté à son arrivée. Vous, vraiment, qu'est-ce que vous retenez vraiment de ce retour de Blaise au Burkina Faso? Je pense qu'il arrive au Burkina dans un contexte particulier. Il y a ces deux dimensions, notamment auxquelles mes prédécesseurs ont fait allusion, c'est-à-dire cette volonté de réconciliation. Parce que quand même, derrière Blaise, il y a un camp politique. Et donc, il y a une partie du Burkina qui se retrouve encore avec lui. N'oubliez pas que pendant des décennies, il a quand même présidé aux destinées du Burkina. Ce n'est pas n'importe qui de ce point de vue-là. Deuxièmement, il y a le fait que la junte aujourd'hui, elle a du mal, comme Sidoukou l'a expliqué, à s'en sortir sur les questions sécuritaires. Et donc, c'est à quoi la junte appelle, c'est de dire on veut l'unité des Burkinabés pour faire face à l'ennemi commun. Or, l'unité, ça a un coût, ça a un prix. Est-ce que on va sacrifier les attentes de la famille Sankara, des organismes de défense des droits humains, des victimes de leur Blaise, au nom de l'unité nationale et de la sécurité, pour ramener Blaise qui est parti en catimini, qui est parti chassé par les Burkinabés. Je pense que c'est un peu là aujourd'hui la question au Burkina. Alors, quand on invite Blaise, Marc Roch, Christian Kaboré, tout ça, ça montre aussi que la junte a besoin, elle a du mal à s'en sortir. Voilà, oui. Alors, elle fait appel aux autres. Il y a sans doute la question de sécurité, mais aussi la question politique. Donc, ce pays, quand même, est à la croisée des chemins. Il faut trouver les moyens. Mais c'est toujours délicat. Je crois que je n'aimerais pas être à la place de ceux qui gèrent cette transition. Quelqu'un qui s'est rendu coupable du meurtre de Sankara. Toute l'Afrique attend justice autour de Sankara. Alors, il y a eu un verdict. Et normalement, ce verdict doit être mis en application. Il y a des pays qui ont réglé les choses en amont, en disant, je crois que la Gambie l'a tenté récemment, sauf si je me trompe, la Côte d'Ivoire l'a fait autour des événements de la crise politique qu'elle a vécue, c'est de dire justice et réconciliation. Qu'est-ce que je fais? On crée un cadre pour que la vérité soit connue par l'opinion afin de pardonner. Mais dans le cas de Blaise Compaoré, puisqu'il y a d'autres qui sont déjà arrêtés dans la même affaire, lui il est condamné, vous ne pouvez pas, du point de vue du droit, expliquer qu'il puisse venir tranquille à Ouaga et retourner. Ça c'est un vrai problème. Maintenant, la junte subit des pressions, c'est évident. Il y a déjà tout ce problème avec la CEDEAO. Il y a le fait que le Burkina, comme le Mali, est un pays assez fragile du point de vue de son économie, qui est dépendant de la Côte d'Ivoire, etc. Un pays comme la Côte d'Ivoire a forcément de l'influence sur le Burkina. Regardez tous ces ressortissants burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est le pays qui ravitaille le Burkina. Donc,
ils ont aussi d'autres moyens de pression. Je pense que la junte devra aussi subir des pressions. Maintenant, c'est tout un les lot attentes, d'enjeux autour de ce retour. Il y a énormément, il y a une Oui, sorte d'imbroglio, je crois, effectivement. dans laquelle gérer les choses c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Faut-il sacrifier une décision de justice, De la justice, n'est-ce justement, pas, oui. avec, Le verdict, avec des victimes, vraiment. tout ça au profit d'unité nationale. Parce que quand on dit unité nationale, on dit aussi Blaise est tombé, Marc Roch qui partage presque la même famille politique que lui est tombé. C'est comment faire l'unité de Burkinabé et tourner une page et aller vers des élections et remettre le pays. Bon, là, évidemment, si on n'arrive pas à se parler, c'est difficile. Or, il y a quand même beaucoup de divisions. Si vous vous rappelez, ce que faisaient les partisans de Macron, Christian Kabore, de façon de dire, c'est lui qui t'a fait tomber, laisse-le gérer ses problèmes. C'est un peu ça leur attitude. Donc, je pense que le Burkina, comme le Mali, vit une situation assez particulière. Et ce qui aurait donné beaucoup de pouvoir et de légitimité à la jeune, c'est qu'ils puissent faire face aux défis sécuritaires. Pour l'instant, ils ne sont pas sur ce terrain-là. Donc, ça fait que c'est vraiment une situation difficile aujourd'hui au Burkina. Une situation difficile et pour rappel, vraiment, Blaise, il a été condamné le 6 avril pour son rôle de l'assassinat de Sankara. C'est-à-dire que le verdict de la justice burkinabé est remis en cause, Siddikou. Bon, quelle sera la suite vraiment de cette situation? C'est là où le choix cornélien s'impose aux autorités de la junte. Maintenant, ils ont ce sérieux dilemme entre faire abstraction ou bien, disons, faire fi de la décision judiciaire au détriment de l'unité et la réconciliation nationale, ce qui serait peu probable vu le tollé qu'avait suscité le retour de Blaise, ou bien vraiment se plier à cette décision de justice et écarter quand même certains acteurs. Hassan l'a si bien dit, Blaise, il a dirigé de main de fer le pays d'une vingtaine d'années. Donc vraiment, Blaise, c'est Blaise. Et jusque-là, d'aucuns pensent que son nombre plane dans la gestion de la cité. Donc maintenant, aux autorités de savoir comment s'y prendre, mais toujours est-il que le temps les tient à la gorge au regard de ce que nous sommes en train de vivre sur le terrain, notamment sur le plan comme sécuritaire. Comme le disent les Américains, wait and see. Oui, mais rapidement. C'est trop tôt cette réconciliation nationale. Il devrait d'abord faire la situation au niveau, à leur niveau, avant d'amener l'ancien président. Voilà. Il faut d'abord réconcilier ceux qui sont déjà là. Ça veut dire quoi? Les partisans déjà de Kabore qui sont là, qui ne sont pas d'accord, et il y a ceux qui sont en prison par la faute, je dis bien, de Blaise Compaoré. Est-ce qu'on pourrait faire cette démarche de réconciliation en mettant Blaise de côté? Non, nous allons voir la suite vraiment de cette situation. Avant de le ramener, parce que là, c'est un autre problème. Justice et la gestion du pays. Merci. Donc, nous restons toujours à l'international. Pour terminer, 49 militaires ivoiriens ont été arrêtés dimanche dernier à l'aéroport de Bamako par les autorités maliennes, rapporte le studio Tamani le mardi 13 juillet. Le gouvernement malien de transition considère ces militaires comme des mercenaires car ils sont arrivés sur son territoire sans autorisation, indique la même source. Hassan Boukara, comment comprendre vraiment cette situation, bien que dans un communiqué de la présidence de la Côte d'Ivoire relayé par les journaux en ligne ivoiriens, il est dit que ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien. Comment comprendre vraiment cette situation? La Côte d'Ivoire est sur la défensive. Je pense qu'ils ont du mal à convaincre du mandat de ces militaires. On sait que c'est des militaires ivoiriens qui se retrouvent sur un autre territoire. Sans autorisation. Voilà, sans vraiment un mandat précis et tout ça. Et du coup, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas clair. Alors, le premier niveau, c'est que déjà, malgré la sortie des Ivoiriens, la junte malienne a quand même communiqué en disant on a pris contact avec la hiérarchie militaire ivoirienne, on a parlé avec la MINUSMA et tout laisse croire que personne n'est capable de savoir pourquoi ces gens sont là. Le motif. Donc, voilà, donc il y a un flou autour de ça. On a beau dire qu'ils sont
la énième, n'est-ce pas, équipe qui vient dans le cadre justement de ces opérations de soutien. Il y a eu un oui puis un non avec la MINUSMA. Du coup, il y a vraiment une zone d'ombre qu'il faut lever et pour l'instant, ce n'est pas levé. Deuxième chose, ça témoigne des tensions qu'il y a encore entre le Mali et ses voisins, malgré la levée des embargos de l'embargo de la CEDEAO. Ça montre encore que la tension est forte entre ces pays. Je pense que l'équipe qui dirige à Bamako, elle a toujours l'impression que certaines puissances cherchent à déstabiliser le Mali. À défaut de le faire directement, elle le ferait par pays interposés. Et la Côte d'Ivoire a souvent été citée. Je pense qu'à un moment, sur les réseaux sociaux, des informations ont déjà couru selon lesquelles la France mettrait des moyens, n'est-ce pas, pour déstabiliser la junte malienne, etc. etc. Donc, puisque l'embargo aussi s'inscrit. Enfin, en tout cas, selon certaines sources, ça s'inscrit aussi selon un schéma de déstabilisation, l'enjeu étant de faire tomber la junte après quelques semaines d'embargo et tout ça. Donc, l'équipe qui dirige à Bamako considère qu'il y a toujours des mains étrangères qui manipulent la sous-région. L'enjeu est de déstabiliser la transition malienne. Donc, rapidement, nous sommes presque à la fin. Oui. Voilà. Donc, une des raisons, c'est que le chemin qui est emprunté par le Mali aujourd'hui, c'est un chemin plein d'enjeux, à la fois pour le Mali, mais aussi pour ses partenaires, pour la sous-région aussi. Dans un précaré français où les choses étaient en ordre, contrôlées par Paris, aujourd'hui, il faut l'exception. Et donc, personne ne veut, en tout cas pas les Français, que cette affaire fasse tache d'huile. Donc, si les gens ont les moyens de déstabiliser le Mali, ils le feraient parce que le Mali veut maintenant véritablement son indépendance. Et ça, ça a un coût, ça ne va pas être facile. Vous-même, quelle lecture faites-vous de cette situation? Bon, je ferai à peu près la même lecture que mon prédécesseur. Tout ce que je pourrais dire, c'est qu'il n'est pas du tout normal qu'un pays comme le Mali et la Côte d'Ivoire puissent envoyer clandestinement 49 militaires sans mettre au courant, au parfum, les autorités maliennes. Moi, je pense que s'il y a aujourd'hui un ministère de la Défense, il y a un ministère de la Défense au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que le ministère des Affaires étrangères et tout, ils sont là en tout cas pour relayer l'information. Mais quand on surprend, on clandestinement 49 militaires pour le Mali, c'est vraiment des milices. Il faut se demander. Ils ont raison de les considérer comme des mercenaires. Ils ont raison de les considérer comme des mercenaires. Surtout qu'ils savent déjà la position du président de la Côte d'Ivoire par rapport à cette situation qui se trouve, à cette situation du Mali. Il n'a jamais gommé le fait qu'il y ait coup d'État au Mali. Et il était également pas content du tout pour ce qui est de la levée de l'embargo au Mali. Donc, ça veut dire qu'ils ont le Mali aujourd'hui, les dirigeants du Mali ont de quoi se méfier de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils voient en plus de la Côte d'Ivoire le missionnaire de la France. Donc, c'est une situation un peu compliquée. Un peu floue, comme le dit Hassan. Un peu floue, mais pas, bon, on verra avec le temps ce que ça va donner. Mais tout ce qui est sûr, ils n'ont pas confiance en tout cas à la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas à la Côte d'Ivoire, mais ils n'ont pas confiance au président de la Côte d'Ivoire. Avec le temps, on verra bien sur cette situation. Mais vous, Sidikou, selon vous, quel impact cette situation pourrait avoir sur les relations des deux pays? Déjà, les relations, elles sont assez tendues. Donc, c'est des pays qui ne sont pas en odeur de sainteté l'un vis-à-vis de l'autre. Mais toujours est-il que je pense que les autorités maliennes, dès au départ, en adoptant cette posture de ne plus vouloir se retrouver comme à l'époque coloniale, elles savent à quoi s'en tenir et à quoi s'y prendre. Donc moi je pense que ce n'est pas de nature à vraiment à stabiliser ou bien disons à mettre de la calmie à travers le Mali et l'instance qu'est la CEDEAO. Moi je pense que les gens ne tablent pas qu'ils soient militaires ou pas, non, c'est-à-dire c'est quoi le projet. Donc c'est là où beaucoup pensent que est-ce qu'ils ne seraient pas en train de vouloir être la main armée de la puissance colonisatrice qui a jusque-là au travers de la gorge la posture adoptée par les autorités maliennes. L'un de l'autre, comme on le dit, le temps il est meilleur juge et le tribunal de l'histoire certainement ne manquera pas de rendre son verdict. On saura
saura qui est qui et qui a fait quoi. Et c'est ici donc que s'achève le forum de la presse de ce vendredi. Chers auditeurs, auditrices de Studio Kalangu, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Studio Kalangu, ici prend fin le décryptage de l'actualité de cette semaine. Merci à nos invités, Memouna Diado, journaliste indépendante, Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative et Sidi Ousmane, journaliste indépendant. Merci d'être venus. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivi de Tous à la Fada. Et à partir de 18h à 15 minutes les samedis et dimanches, vous suivrez les forums de Studio Kalangu. La technique est assurée par Amina Hassan, à la régie vidéo Seni Saka. Je suis Nafis Adam Sirfo à la modération. À très bientôt.